Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de BRD Talk, le podcast qui parle d'entrepreneuriat et de parcours inspirant. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 et comme vous le savez, l'un des concepts forts du podcast, c'est de se déplacer directement chez l'invité, aller voir un petit peu son quotidien, l'endroit où il travaille ou tout simplement sa ville. Et aujourd'hui, on a fait tout simplement ce choix de venir à Carcassonne, directement du coup chez notre invité. L'objectif du podcast, c'est d'aller, de se balader un petit peu justement dans la vieille cité, vous faire découvrir tout ça. Donc déjà, je tenais à remercier grandement justement Paul, qui est derrière la caméra. Paul, je te fais un gros bisou, merci beaucoup d'être avec moi sur cet épisode parce que c'est aussi grâce aux copains qu'on peut vous proposer ce genre de contenu et qu'on peut justement sortir un petit peu du cadre très traditionnel dans un bureau tranquille, posé. Donc là c'est différent et c'est juste trop bien. Aujourd'hui, l'invité que je reçois, c'est un invité un petit peu particulier parce que j'ai eu la chance de le rencontrer durant mon parcours scolaire. Alors je l'avais eu en tant qu'intervenant, mais pourtant on a réussi à créer des liens, il a réussi à organiser un super trip à Paris pour justement aller parler d'entrepreneuriat. On va parler un petit peu de ça de toute façon dans le podcast. Notre invité, c'est donc Jeff. Jeff, je t'en prie, tu peux me rejoindre. Comment tu vas? Ça va et toi? En forme? Bon, merci beaucoup de nous accueillir dans ta belle ville. On a quand même un 4 qui est pas dégueu quoi. On est Franchement, c'est pas mal. Il fait beau, il fait chaud. Merci d'être avec moi sur cet épisode-là. Et bah pas de quoi, et c'est un plaisir. Et bah parfait, on va prendre une petite heure, on va revenir en détail un petit peu sur ton parcours, sur un petit peu tout ce que tu as fait. Bon bref, voilà, on va pouvoir je pense commencer un petit peu à partir de la cité. Paul, je te laisse passer du coup devant nous. Et puis voilà, tu sais, je te l'ai déjà un petit peu dit en off, mais si voilà, il y a des questions que tu as envie de prendre un petit peu plus de temps à répondre, tu peux le faire. Carrément. Il n'y a pas non plus de contraintes au niveau du temps. On va viser quand même 1h15, 1h30. Ouais. Mais du coup, ce sera vraiment mon rôle, tu vois, de venir un petit peu hoster, de supprimer des questions, de rajouter. Et puis, comme on a l'habitude de faire, c'est conversation. Conversation et après. Faut pas calculer, enfin, exactement. Avec la vérité. Pareil, si à un moment donné tu sens que tu vas te prendre un mur ou que tu vas faire quelque chose, n'hésite pas à lever la main. Donc il y aura peut-être des petits cuts dans la vidéo. Surtout qu'en plus, on a aussi des problèmes de batterie, donc bon, ça vous le verrez pas forcément. Et c'est aussi l'avantage de ne pas tourner en direct et de tourner justement comme ça et pouvoir récupérer un petit peu ces petits soucis. Mais première question que je vais te poser, Jeff, est-ce que déjà tu peux te présenter en me disant qui es-tu et ce que tu fais? Et bah moi c'est Jeff Apimbala. Donc entrepreneur depuis maintenant presque 10 ans. Ouais. J'ai commencé en 2017. D'accord. Quand j'étais encore footballeur amateur, semi-professionnel. Okay. Et donc je commence par tout hasard, donc un ancien coéquipier du coup qui a arrêté le foot et qui a commencé à entreprendre dans l'e-commerce. Et ce jour-là, ça a tout changé. Ça, on n'avait pas prévu ça. Ah non. Je pensais que c'était toi qui faisais le galop. On va la refaire. Du coup, c'est les gars spéciaux. Ouais. T'as fait bien des cheveux pour nous, Jeff. C'est sympa. Non. C'est un peu too much, si je peux me permettre. Mais... de fou. Donc, excuse-moi, pour revenir du coup à ce que tu disais, donc sur cette partie foot, avec justement ton coéquipier, etc. Tu as donc cette hybridation un petit peu entre ce côté sportif de haut niveau et en même temps ce côté entrepreneuriat. Avant d'aller sur l'entrepreneuriat, comment tu t'es retrouvé du coup à devenir justement aller en centre de formation, faire du foot? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Alors, je sais pas si la question est claire. Non, la question elle est totalement claire. Moi le foot, je savais déjà que je voulais en faire mon métier. Okay. Et donc quand j'étais petit déjà, je savais pas que on pouvait être rémunéré en faisant du foot. Et donc quand je commence, pour moi c'est la passion et je grandis entre l'Afrique et la France. Okay. Et donc à ce moment-là, ma mère elle fait en sorte qu'on puisse s'installer en France et que je puisse continuer à explorer si je peux devenir un footballeur professionnel. Et c'est comme ça que ça se perdure jusqu'à ce que plusieurs blessures et puis une rencontre qui des fois te remet en question. Ouais, et tu vois un parcours un peu différent. Tu as fait combien de temps du coup, on va dire, au niveau dans ton foot? Tu as commencé à quel âge? Alors j'ai commencé très tard en club. Parce qu'à la base, moi je ne voulais pas tout le sérieux qu'il y avait au niveau du professionnalisme. Et ensuite, du coup, c'est à partir de 13 ans que je commence à m'intéresser à être dans un club. D'accord. Pas mal de clubs voulaient que je vienne, mais moi j'avais pas cette envie. Parce qu'il y avait ce côté très sérieux. Moi, le foot, c'est vraiment se régaler. Avec tout ce qui va avec. On joue comme au quartier, etc. Et ça, je sais que c'était pas possible dans un cadre plus professionnel. Et ensuite, du coup, je commence dans un premier club à Saint-Max. Donc, c'était à Nancy. Ok, donc c'est dans la région parisienne.
Non, c'est de Paris, je vais à Nancy. Ah d'accord, de Paris tu vas à Voilà, Nancy. parce que ma mère est à Nancy à ce moment-là, D'accord. avec son ex-mari. Donc moi, je vais à Nancy et je commence dans un premier club. Et ensuite, tout de suite, je reviens en région parisienne, au centre de formation football Paris. Ouais. Mais moi, j'y dormais pas en fait dans ce club-là parce que j'avais ma famille qui était déjà en région parisienne. Et après ce club-là, du coup, je repars en région Lorraine, on va dire. D'accord. Et je vais à Metz. Donc je vais à Metz dans un lycée qui était où il y avait tout ce qui est au centre de formation du FC Metz. D'accord. Et moi, j'étais dans un club du même niveau, on va dire. Ouais. Et donc on se côtoyait comme ça. Et petit à petit, j'arrive dans un club qui était en DH à cette époque-là, Ok. qui est maintenant la R1. Ouais. Et ensuite, on est monté en CFA2, D'accord. donc qui est niveau national 3 à ce moment-là. D'accord. Voilà. Ok, et donc du coup, un petit peu, c'est intéressant que tu dis que tu as commencé le foot tard. Est-ce que tu as senti un décalage peut-être avec les autres? Le fait peut-être que tu sois construit, tu vois, de ton côté au collège, etc., sur cette préadolescence, est-ce que tu étais peut-être plus mature, plus posé que les autres, ou est-ce que tu n'as pas spécialement senti de différence et en fin de compte, ça s'est fait naturellement? Non, j'ai pas senti de différence, juste peut-être cette folie-là que moi j'avais et ce manque de... je voulais pas être bridé. Ouais. Voilà. Donc pour moi le foot c'est du plaisir, que tu sois attaquant, milieu ou défenseur, il faut que tu prennes du plaisir, sinon c'est plus le foot qui nous a fait devenir professionnels, etc. Donc souvent on le voit maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui sont bridés et qu'il y a très peu de joueurs qui nous font lever de la chaise, etc. Ouais. Parce qu'ils ont perdu cette âme-là. de folie et voilà. ce truc. Et moi j'amenais ça et ensuite et je calculais pas forcément avec des objectifs. Ouais, il faut que j'arrive là, etc. Ouais, tu vivais vraiment au jour le jour. C'est ça. Et ce truc de passion, alors on va revenir un petit peu plus tard dans l'interview, mais en tout cas, moi ce que je comprends, c'est cette quête de sens que tu as besoin dans tous tes projets, que ce soit Exactement. sportif ou que ça soit justement entrepreneurial. Pour toi, c'est essentiel et c'est top. L'autre question que je voulais te poser, tu sais, dans les podcasts, on entend beaucoup, il y a un avion, je sais pas si on va l'entendre, mais en tout cas, ce qu'on entend beaucoup en tout cas dans les podcasts, dans les parcours d'entrepreneurs, c'est cette importance du sport liée justement à ton secteur d'activité, où beaucoup disent que justement c'est un petit peu ton exutoire, c'est ce qui permet justement un peu de te vider la tête, mais de trouver potentiellement des idées. Ouais. La question que je vais te poser, c'est pas est-ce que tu penses que c'est important, mais est-ce que tu penses que c'est indispensable au contraire pour un entrepreneur d'avoir quelque chose de passion comme ça à côté qui te permet de te vider la tête pour pouvoir peut-être te concentrer différemment sur ton projet? Oui, déjà, le sport en général, c'est hyper important, je pense, pour l'hygiène de vie, se vider la tête. Mais quand tu as été dans le sport de compète, pas le sport où tu te... Oui, pas le loisir. Voilà, pas le loisir. Le passer à droite, sport je pense, de compète, ça t'apporte énormément de savoir-être, savoir-vivre, etc. Tout ce que tu veux. Parce que tu as cette capacité déjà à travailler en équipe. Oui. Tu n'as pas de mal, à part si tu es quelqu'un comme Mario Balotelli dans le foot. Voilà, mais en tout cas, en termes généraux, tu es quelqu'un qui est amené à travailler en équipe. Tu sais le faire. La résilience, que la défaite, même si on est mauvais perdant, il y a un jour il faut perdre. Bien sûr. Pour apprendre et un autre jour il faut gagner. C'est sûr. Et s'entraîner toujours. En gros, c'est ton métier. Tu dois t'entraîner plus que les autres pour mériter ta place. Bien sûr. Et donc, c'est un peu ce même cadre que tu remets dans l'entrepreneuriat où... Attention, Paul, t'as juste des têtes derrière toi. Pas de soucis, je vais te couper. Mais bien sûr, ouais. Surtout, après, moi, je pense qu'il y a aussi un truc qui est très important. C'est clair que quand tu es jeune, que tu es en période lycée ou collège, justement, tu as déjà ces prémices de comprendre que la défaite est importante. C'est ça. Qu'une vraie défaite, elle va être intéressante à partir du moment où cette capacité de résilience que tu as et cette capacité d'humilité aussi, parce que perdre, ça touche directement l'ego. Indirectement, c'est aussi le cas dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. Avoir ces bases-là quand tu es justement adolescent, est-ce que tu penses que c'est plus facile pour du coup toi et avoir un peu plus peut-être d'avance sur les entrepreneurs qui n'ont peut-être pas eu la chance de connaître ça à ce moment-là? Ah, largement. Ou est-ce que tu penses que ça peut peut-être se rattraper avec le temps? Non, largement. Se rattraper, je pense pas. Mais dans le sens où, pour moi, quand tu... Et encore, moi, je suis pas arrivé au niveau Champions League. Donc, s'imaginer le nombre d'échecs que tu as. Moi, j'en ai eu dans le foot, notamment avec mes blessures. Ouais. Mais aussi le fait que quand je suis allé en Écosse, dans une académie, et que j'ai dû revenir du coup. Parce qu'en fait, si tu veux, j'avais essayé de cacher cette blessure-là parce que je voulais réussir. Et donc, cette académie-là, elle m'a ramené dans un niveau supérieur. Le but, c'était de devenir professionnel dans un club en Écosse, comme les Rangers ou à Édimbourg, etc. Bien sûr, ouais.
Et surtout que je me dis, j'ai pas été dans un centre de formation, eu cette vie à l'internat, parce que je pense que j'aurais pas forcément aimé. Il y avait un centre, mais moi je vivais à l'extérieur. Et donc déjà ça te programme à tomber. Moi je relativise toujours. Il faut échouer, c'est normal. Et quand l'autre est meilleur, il faut savoir qu'il est meilleur et le reconnaître. C'est comme ça qu'on s'améliore. Et puis comme tu dis, comprendre pourquoi justement il va te mettre une longueur d'avance sur telle et telle chose. Et plutôt que d'être envieux, comme tu disais tout à l'heure, il y a une notion qui est super importante, le travail. J'ai peut-être pas son talent, donc il va falloir peut-être que je travaille 3 fois plus pour arriver à son niveau et espérer aller le challenger. Exactement, parce qu'en entrepreneuriat, on ne part pas avec les mêmes bases comme dans le foot. Sauf que dans le foot, tu peux être en centre de formation et ne pas finir pro. Il y en a plein. Et l'inverse aussi se produit. Donc on ne vient pas d'un centre, mais on réussit quand même, comme N'Golo Kanté, comme plein de ces joueurs-là. Voilà, en entrepreneuriat, c'est pareil. C'est-à-dire que tu peux être un fils d'eux et que tu aies un capital énorme pour commencer ton business. Bien sûr. Sauf que moi, ma théorie et ce que je dis toujours, c'est que l'argent, ça ne rend pas plus intelligent. Parce qu'en gros, on va moins réfléchir. Alors que si on aurait réfléchi et on aurait su le pourquoi du comment, on doit faire telle ou telle action, marketing ou de vente, etc. Ça, on le fait quand on a moins d'argent. On réfléchit beaucoup plus. Bien sûr, et oui, c'est sûr que composer à partir de rien, exactement. Quand ça, les erreurs que tu vas faire. Et donc, quand tu débutes, tu te dis, tu as très peu de moyens, mais ça, c'est une excuse pour ne pas se confronter à la réalité. Et d'autant plus que si je refais un retour en arrière, je pense à nos anciens. Juste ça, mon chef. Pardon, excuse-moi. Je repense à nos anciens et je me dis, à l'époque, il n'y avait pas Internet pour faire telle ou telle chose, mais ils sont devenus des grands entrepreneurs que j'admire aujourd'hui, etc. Donc, toi, avec Internet et tous les moyens qu'il y a aujourd'hui, en fait, et que tu as très peu de moyens, si tu n'y arrives pas, et tu te donnes des excuses, j'ai pas assez d'argent, etc. C'est pas mal la bonne approche. Il y a plusieurs types d'entreprises qu'on peut créer. Puis on peut refaire aussi le lien avec le foot, ou comme tu disais, forcément avant d'arriver en centre de formation, faut être capable de se faire des techniques, etc. C'est clair que si tu as ton opportunité et que tu ne te la crées pas, à un moment donné, tu l'auras pas. Être au bon moment, croiser les bonnes personnes. Exactement. Et c'est l'environnement qu'il faut bien travailler. Qu'il faut travailler et créer cet environnement-là. Et ensuite, derrière, tu peux créer tout ce que tu veux, mais le mindset, il est important, comme dans le foot. S'il y a la moindre blessure, tu abandonnes, etc. Ou parce que tu n'es pas sur la liste du coach, etc. Il faut se dire, s'il ne m'a pas pris, c'est qu'il avait un doute. Et quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Il faut être la personne sur laquelle le coach ne se dit pas, tiens, un peu comme des joueurs comme Mbappé, etc. Oui, bien sûr. Donc, il n'y a jamais de doute sur ce type de joueur. Donc, en fait, il faut avoir cette capacité-là dans n'importe. Il y a autre chose sur lequel j'aimerais revenir. Donc, on a ce parcours très sportif que tu as eu avec ce sport de haut niveau, le foot, qui est le sport le plus pratiqué et probablement le sport où il y a le plus de concurrence. L'une des choses que je voulais te poser, c'est comment le switch justement du foot vers l'entrepreneuriat s'est passé. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Est-ce que ça arrivait par hasard ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà en tête? Tu t'es dit, on va peut-être attaquer la chose plus tôt que prévu. Alors, en réalité, moi, je me suis toujours dit que soit c'était le sport en général, parce que je faisais du tennis en même temps que le foot. Oui, c'est vrai. Et j'ai dû faire un choix. Et j'expliquerai plus tard pourquoi je fais ce choix-là et pour d'autres entreprises que j'avais en tête. Alors, je suis tout simplement d'énormes blessures à répétition. Et en fait, tu passes ton temps chez le kiné. Et en fait, tu observes un petit peu. Et en ce moment, du coup, je suis dans le sport français, on va dire. Tu regardes un peu le kiné et ils n'arrivent pas à te soigner. Je fais plusieurs kinés et après je tombe sur un kiné qui est vraiment qui a une approche différente, etc. Et je communique beaucoup avec lui. Et moi je regarde que le matériel et plein de choses que je n'avais pas ou que j'aurais pu avoir et que même lui il n'en a pas. Et donc c'est à ce moment-là où je réfléchis, je me dis tiens, il y a beaucoup d'athlètes, surtout moi j'avais une pubalgie. C'est une pubalgie qui a continué, un peu comme Verratti, qui n'a pas été le joueur qu'il aurait dû être à cause de ça. Il y a l'hygiène de vie aussi qui a joué, bien sûr, évidemment. Mais moi du coup, il m'a dit c'était lié à du surentraînement. Parce que je pense que tu as tellement envie de réussir, de performer. Qu'on peut compter sur toi, que des fois tu en fais trop et tu n'écoutes pas suffisamment ton corps. Et surtout quand tu n'as pas les moyens d'avoir un coach privé, d'avoir un kiné qui te suit en permanence, parce que tu n'es pas dans le monde professionnel. Quand tu n'es pas dans un gros club, même dans des clubs qui sont nationaux, quand tu es blessé, c'est
démerde-toi. Ouais. C'est un peu comme ça que ça marche dans le sport. Ouais. Et donc, démerde-toi à revenir. Et on t'oublie très vite Ouais, quand tu es blessé, etc. À part si tu es un joueur hors norme. Et donc, à ce moment-là, moi, je rencontre cet ancien coéquipier-là. D'accord. Donc, Nathan, coucou si tu tombes sur la vidéo. Et en gros, qui crée sa première boîte et il m'explique un petit peu, c'était du e-commerce et tout. Et c'est là que je me suis dit, ok, moi j'avais déjà réfléchi à comment je peux résoudre ce problème-là que tu avais identifié, de blessures récurrentes chez les sportifs. Que tu aies une hygiène de vie bonne ou pas, il y a des blessures souvent qu'on peut éviter. Mais éviter, comment on peut le savoir et comment on peut l'éviter. Et donc à ce moment-là, je me dis, ok, je vais commencer dans le sport parce que c'est ce que je connais le mieux. Et déjà, j'ai un réseau, etc. Et ce kiné-là, il va m'aider à atteindre ce que j'ai envie de mettre en place. Et là, tout commence. Et à ce moment-là, en même temps que je joue au foot, donc je suis en fac de droit. Ouais. Parce que moi, je me suis dit, c'est soit du coup arriver au stade de professionnel, mais d'avoir ce diplôme d'agent de joueur. Bien sûr. Et donc, je vais en fac de droit jusqu'à ce que tout se passe bien. Et à ce moment-là, donc revirement de situation, je crée les premiers produits de sport et je teste. Et donc, je fais du dropshipping à ce moment-là. D'accord. Et ça fonctionne très bien. Ouais. Où un jour, je me réveille, j'ai fait 2-3 000 euros de vente. Et les gens, je me suis dit, putain, c'est un site pourri. Et il y a des gens qui ont réussi à commander. Ouais. Et là, je me dis, si tu le fais mieux et avec de meilleures connaissances, il y a moyen que tu fasses quelque chose de plus gros et aller tout ça. Exactement. Je me permets de te couper parce que je trouve t'as quel âge à ce moment-là du coup 22, 23 ans? Ah non, pas du tout. Quand j'arrête quand je suis blessé, là on est en 2016. Ok. 2016, donc j'ai 20 ans. D'accord, ah ouais. Moi je trouve ça fou que déjà à 20 ans, sans vraiment de formation comme on a pu avoir la chance avec Paul, tu vois, d'être éduqué sur ça, sur la compréhension du besoin, que par toi-même, tu comprennes deux choses essentielles, que déjà pour trouver une idée de business, ça dépend d'un problème et d'un besoin qui a été identifié chez le client et ensuite toi tu vas travailler la résolution de ce problème-là et aussi que tu aies cette humilité de dire je sais faire des trucs, je vais conserver ma zone de génie et je vais aller dans ce que je connais, de ce que je sais faire, le sport. Exactement. C'est un truc naturellement qui s'est fait ou c'est un truc que tu penses qui s'est fait justement encore, je me permets de refaire le lien avec le foot où justement le foot, on peut faire pareil, le parallèle avec le petit milieu de terrain, mais au milieu de terrain, un joueur qui est plus porté vers le collectif, il va peut-être pas aller dans le buteur ou sur l'aile. Tu vois. Est-ce que tu penses qu'il y a une synergie qui s'est créée naturellement qui a fait en fait, j'étais milieu de terrain, donc relayeur, et parfois je jouais latéral, parfois je jouais ailier, parce que j'ai cette capacité à défendre et attaquer. Donc, comme dans l'entrepreneuriat. Exactement. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ouais. Tu attaques, mais il faut aussi savoir défendre. C'est-à-dire que si tu n'as pas ce culot-là, et je pense qu'avec le temps, j'ai perdu ce culot, cette naïveté, dans le sens où je réfléchis beaucoup plus qu'avant. Et souvent, quand tu réfléchis moins, ça peut fonctionner, mais très bien, comme tu as pas prévu. Tu peux faire aussi de grosses erreurs, ou exactement. Là, aussi, tu vois, l'âge, la maturité qui fait qu'aujourd'hui, tu peux pas mieux se caractère. Mais globalement, non, je me dis, dans le sport, il y a énormément de problèmes. Et moi, j'ai un parcours atypique où j'ai pas eu tout ce qui était normal. J'ai pas commencé à 9 ans dans un club. Je jouais au quartier et c'est aussi ceux qui jouent avec moi et des grands qui me disaient mais toi, il faut que tu ailles dans un club. Mais moi, je voulais pas forcément ce sérieux-là. Et puis, mais je me dis. Peut-être besoin aussi plus de sens, comme on disait au début, où justement, peut-être que toi, le sens, tu vas venir le trouver dans ces parcours-là qui ne sont pas classiques, avec cette capacité d'adaptabilité qui, à mon sens, dans l'entrepreneuriat, est essentielle, où il faut rebondir, etc. Donc, c'est sûr que si tu as été habitué à ça, je pense qu'indirectement, tu peux aller chercher ces parcours-là. Très bien, tout ça c'est très bien compris. Je pense qu'on peut partir sur la deuxième partie, tu sais, la partie où du coup il y a le Covid qui arrive, etc. Donc là, tu as monté ton e-commerce. Est-ce qu'après cet e-commerce-là, il y a une autre entreprise qui se crée ou est-ce que tu pars sur ce que du coup tu m'avais expliqué sur la période Covid? Alors du coup, donc, une fois le dropshipping terminé, là je me forme avec des mentors qui sont aux États-Unis principalement et en Australie. Donc Greta Van Riel, qui est une entrepreneuse australienne qui a 4-5 entreprises établies, etc. Okay. Et donc, moi, je la rencontre à travers une plateforme communautaire qui s'appelle Founder au début. Et donc, on commence comme ça et elle me forme. Et ensuite, sur plein d'aspects du e-commerce, qu'elle me montre comment elle développe telle ou telle chose. L'approche aussi, elle est différente. Bien sûr. Et ensuite, donc, je crée Revenger Sport. Dans Revenger Sport, la base du produit, c'était un équipement qui était doté de technologie d'électromyogramme pour prévenir des risques de blessures. En gros, tu faisais du développement athlétique à la fois et en même temps, le but aussi, c'était de t'alerter via une application et pour les coachs via une tablette. En gros,
les efforts et en même temps le temps de repos et la récup de tout un chacun. Bien sûr, ouais. Le but pour moi, c'était que les préparations physiques et même l'entraînement, il fallait les individualiser. Ouais. Voilà. Et ça s'est répondu derrière. Je connais un peu de préparateurs physiques qui sont justement friands de ce discours-là, où en effet, une bonne préparation physique, c'est une préparation physique qui est établie sur la personne, sur ses entraînements, sur tout ça. Et donc là, tu es toujours en 2017 ou tu es en 2018? Là, en 2018. Là, en 2018. Ouais, donc c'est quand même pas mal aussi à regarder sur ce qu'on connaît maintenant. Où, alors oui, il y avait les Apple Watch qui étaient développés, il y avait des Strava qui commençaient aussi à bien exposer, etc. Mais en tout cas, cette notion de tracker-là, pour comprendre ses compétences, on peut presque dire que tu étais un peu en avance sur le marché par rapport à ça, ou tu penses que tu étais dans le bon moment? C'était les prémices, j'étais dans le bon moment. Et du coup, à ce moment-là, donc, je remporte un prix à la French Tech. Et c'est à ce moment-là que je rentre dans ce vivier-là d'entrepreneuriat français, parce qu'à la base, moi, c'était beaucoup tourné sur l'entrepreneuriat aux US, en tout cas chez les anglophones. Et donc, quand je rentre à la French Tech, ils sont tout de suite séduits, etc. Et moi, j'ai pas de mal parce que je faisais déjà des ventes. Oui, donc tu avais cette crédibilité déjà. Exactement. Et après, forcément, cette approche marketing que j'avais, qui était totalement différente, et je ne me prenais pas sur la tête de savoir si j'ai un BP qui est fait de telle ou telle manière. Le plus important, c'est que, est-ce que j'ai résolu mon problème? Est-ce que deuxièmement, est-ce que avec des vrais retours, les gens, est-ce qu'ils ont des retours positifs, négatifs, et est-ce qu'ils achètent? Ces trois questions-là, elles sont primordiales avant de passer à un stade de business plan, réfléchir à investisseurs, bref, et plein de choses. Et donc la French Tech, qui nous subventionne la première fois, et ensuite la deuxième fois où je gagne aussi un prix pour entrer en incubation. Et c'est comme ça que derrière, ça se profile, jusqu'au Covid. Ok. Top. La question que je voulais te poser par rapport à ça, donc tu intègres des grosses sphères comme la French Tech, tu intègres tous ces incubateurs-là. Est-ce que tu dirais que ce moment d'incubation que tu as eu a permis du coup vraiment de te structurer différemment et d'avoir cette approche plus professionnelle que tu recherchais auparavant? Ou est-ce que non, c'est plus une question de réseautage, plus une question de crédibilité aussi? Ou, et dernier point de la question, un mix de tout ce que je viens de te demander? Alors, la French Tech, franchement, c'était une expérience incroyable. Même les gens qu'on rencontre, etc. Cette communauté-là, on se sent moins seul, parce que souvent on en parle, c'est important. Même si moi, je suis quelqu'un de solitaire aussi à la base. Mais c'est super en termes d'image qu'on va avoir au terme national, tu vois, en France, etc. Et ils sont dans le but de le développer. Ensuite, le réseau aussi, je dirais. Mais c'est les points forts, et aussi où on te subventionne, tu n'es pas obligé de... Peut-être il y a des personnes qui viennent de milieux défavorisés et ça ne les empêche pas de lancer un business. C'est aussi ça le message. Donc c'est ce que j'ai aussi trouvé super, parce que je me reconnais à travers ça, où je n'étais pas prévu de peut-être faire tel niveau au foot ou d'entreprendre, etc. Et donc ça a collé parfaitement. Mais après, derrière, moi, j'avais mes armes, comme les autres. Ils arrivaient avec leurs armes. On ne peut pas tout te donner. Il faut souvent, peu importe le milieu dans lequel tu vas accéder, il faut te construire, il faut montrer que qu'on peut te faire confiance, c'est ça. Que justement tu es un bosseur et que justement ta place aujourd'hui dans un centre de formation auprès de la French Tech est légitimée et que tu es compétent là-dessus. Très bien. On va peut-être reprendre la balade, ça te va, Polo? Parfait. Allez. Donc on arrive sur la période Covid, ce moment où justement ça redistribue un petit peu les cartes de tout le monde. C'est un petit peu la grosse panique partout à juste titre, parce qu'on vit quelque chose d'unique qui n'avait jamais été fait. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'à ce moment-là, donc si j'ai bien cru comprendre, le Covid avait mis quand même un coup d'arrêt à un de tes projets. Et pourtant, plutôt que d'accepter un petit peu ce côté fataliste et de te dire ah putain, le monde est contre moi, j'arrive pas à sortir. À ce moment-là, tu fais le choix de monter probablement le business le plus dangereux sur cette période-là, monter un restaurant. Comment tu as eu cette idée? Et déjà, comment tu as eu cette idée? Parce que si je te pose quand même des questions, ça va être compliqué. Comment tu as eu l'idée de monter un restaurant pendant la période Covid? Alors, déjà, je fais une fin sur Revenger Sport, dans le sens où on a un problème pour fabriquer du coup la techno. Et à ce moment-là, donc, tous les fabricants, même en France, genre je m'étais dit, tiens, la base c'était ça, c'est d'avoir cette techno en France. Et du coup, même en Corée, Next, personne n'arrivait à répondre à ça. Et moi, en amont, j'avais déjà lu plusieurs thèses
d'un étudiant américain qui parlait de cette connexion électromyogramme pour savoir exactement, en gros l'électromyogramme c'est utilisé dans la médecine pour savoir un petit peu comment le muscle il réagit à tel ou tel effort et voilà. Et donc personne n'y arrivait. Et là à ce moment-là, je me retrouve limite chez moi. Je pense qu'après coup, ma mère elle me disait que c'était peut-être de la dépression, mais moi je déprime jamais, il y a pire chose dans la vie. Juste j'étais seul chez moi. Et j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Et donc là, à ce moment, je mets 3-4 mois, le début du Covid, jusqu'en juin, où j'appelle 2 amis à moi, donc Van et Momo, qui étaient à Nancy. Parce que du coup, à ce moment-là, j'étais incubé à Nancy. Donc à Grand Nancy Innovation. Et donc je les appelle, je dis je vais monter un resto. Mais comment me vient l'idée? Parce que je cuisine beaucoup chez moi. Et tout le monde me disait mais pourquoi tu lances pas un resto? Pourquoi tu ne vends pas du bissap, du jus de gingembre? Le bissap en gros c'est un jus à base de fleurs d'hibiscus. Tout à fait. Et en gros c'est des propriétés excellentes. Enfin, c'est un truc. Aujourd'hui tu vas dans les coffees, tu as du bissap partout. T'en as partout. T'en as partout aussi. Voilà. Bien sûr. Et donc c'était de la cuisine africaine principalement voilà. Mais donc tu as tout mon entourage qui me disait déjà pourquoi tu lances pas un resto, parce que j'étais dans l'entrepreneuriat. Il me dit un resto, je sais à quel point c'est très compliqué. Bien sûr. Et quand j'ai eu pas mal de blessures, en même temps je travaillais dans plusieurs restaurants en région parisienne, et donc j'ai beaucoup appris. Et à ce moment-là je me suis dit, quand le Covid il arrive, on est en juin, on est confiné, et en 2 mois j'ai mis en place une idée, comment on fait. Et donc le concept était simple, c'était de composer son plat en 3 étapes, avec du riz ou de la semoule de manioc, on mettait une sauce, et ensuite on avait un accompagnement et des protéines. Et donc c'était Pan African Box. D'accord. Et donc oui, avoir en plus, tu arrives à ce moment-là où non seulement c'est aussi intelligent de ta part, dans le sens où tu sais que les restaurants sont plus ou moins fermés, tu peux pas accueillir du personnel comme tu veux, des clients comme tu veux, etc. Donc tu mets en place justement cette chose à emporter. Est-ce que c'était plus compliqué de monter un restaurant à ce moment-là par rapport à tout ce qui se passait avec les normes, avec justement... comment ça s'est passé? Est-ce que tu as pris un local pour faire une dark kitchen? Est-ce que tu n'as pas eu besoin de prendre un local et du coup tu as réussi à le faire via les plateformes type Uber Eats? Alors, comment ça s'est un petit peu structuré tout ça? Déjà le modèle, oui, donc tu l'as déjà avancé, c'était le modèle de dark kitchen. Et en fait c'était dans la tendance aux États-Unis. Ça se faisait déjà en amont du Covid. Et moi c'était la seule idée avec mon budget et pour le monter sans risque. Et pendant le Covid, c'était parfait. On fait du click and collect, on fait de la livraison avec Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, on travaillait principalement. Et donc à ce moment-là, c'est parfait parce que quand tu reçois du public, il fallait avoir moins de tables, etc. Et petit à petit, tout le monde faisait de l'emporter. C'est une charge aussi colossale parce que qui dit accueillir du public dit justement avoir un local, le mettre aux normes, être capable de pouvoir accueillir justement les personnes à mobilité réduite, de pouvoir aussi avoir justement les salariés qui vont avec, pour assurer le service, etc. Donc oui, bien sûr, je comprends. Et est-ce que, donc tu as fait combien de temps en restauration avec ce projet-là? Tu as fait 1 an, 2 ans? J'ai duré toute la période du Covid avec ce projet-là. Je l'ai lancé avec 5 000 €. Et au début, j'ai fait comme un MVP de n'importe quelle start-up dans tout ce qui est technologie. Je l'ai repensé de cette manière-là. J'ai fait un mélange de e-commerce et de SaaS, par exemple. D'accord, donc tu as repris ce que tu avais déjà mis en application et exactement. Plug ici. MVP, dans le sens où on avait une petite casserole pour faire du riz. On avait tout ce qu'il y a de plus qu'on peut avoir chez soi en domestique. Bien sûr. Et une fois que les gens y validaient l'idée, parce qu'on a commencé comme ça, c'est qu'on a fait une campagne avec plusieurs, on va dire, créateurs de contenu qui étaient dans la région Lorraine, donc à Nancy, etc. Et en fait, les gens croyaient qu'il y avait un restaurant. Et là, je me suis dit, ok, là c'est bon, on commence à mettre en place le plan, le market et tout était en place. Et on a fait plusieurs campagnes comme ça. À l'ouverture, on avait 80 commandes le premier jour sur Uber Eats. Alors que ce qui est intéressant aussi, tu vois, c'est que la restauration, c'est un petit peu cette économie réelle où justement il faut avoir ses cuisines, il faut avoir les normes nécessaires, etc. Il faut avoir les diplômes pour aussi, notamment du point de vue HTCP. Mais sans parler justement de cette réglementation, on pourrait penser justement que ça peut être un élément bloquant pour se lancer. Et là, justement, la manière dans laquelle tu l'as emmené, d'une certaine manière, tu testes ton marché. Tu te rends compte que tu arrives à avoir 80 commandes par jour. Peut-être que justement, aujourd'hui, une personne qui veut se lancer en restauration pourrait très bien commencer comme ça. Et à partir du moment où on voit que sa dark kitchen justement arrive à prendre, plutôt que de faire un gros all-in
sur un gros prêt pour pouvoir acheter un fonds de commerce et un local, il pourrait très bien partir là-dessus et reprendre, tu vois, cette démarche un peu entrepreneuriale qu'on nous a appris, où ayez un produit, testez-le, et une fois que vous l'avez testé et que vous avez des clients, vous pouvez partir un peu plus loin et faire des choses plus importantes. Quoi. Ouais, on peut se poser là, carrément. Ouais, c'est vrai que le cadre est pas dégueu quand même. Ouais, de fou. Franchement, le podcast est bien là. Pareil avec les... Ouais. Ah, c'est stylé. Ok. Est-ce que... Alors, moi, tu vois, la restauration, ça me touche particulièrement parce que j'ai passé 7 ans là-dedans, j'ai fait mes armes là, j'ai rencontré des personnes incroyables, je suis encore en contact justement avec mes anciens patrons et anciens collègues. Moi, ce que j'ai retenu justement de ce milieu-là, c'est que c'est un milieu qui est quand même un peu brutal, on va dire, dans l'investissement que tu dois mettre, mais à juste titre, hein, parce que justement, moi, ça m'a appris de comprendre ce que c'était le travail, comprendre ce que c'était le stress, comprendre ce que c'était le travail en équipe. Et donc, en fin de compte, c'est une super école de vie. C'est ça. Est-ce que tu dirais toi aussi, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti de la même manière, en mode, ouais, c'est une vraie école de vie, t'as pas le droit de tricher et il faut y aller quoi qu'il arrive. C'est ça. Et surtout que moi, ça dépend de comment tu prends le truc. Il y en a qui le prennent pour un job alimentaire et moi, complètement pas. Moi, c'était... Faut que tu t'orientes un tout petit peu plus, Paul. Voilà, dès qu'il bip, c'est que tu forces trop sur le moteur. Pardon, excuse-moi, on va reprendre la question. Donc du coup, non, moi du coup, au-delà de ça, c'était pas juste un job alimentaire. Il y en a, c'est un job alimentaire. Et moi, c'était plus déjà ce contact avec les gens et aussi l'esprit d'équipe, savoir vite, etc. C'était aussi ça que je voulais un petit peu à ce moment-là comme travail en complément de ma vie de footballeur que j'avais et que j'étais blessé forcément. Donc à un moment donné, quand tu n'es pas professionnel, tu ne peux pas en vivre complètement. Tu vas avoir des primes, etc., ce que tu veux, mais voilà, il fallait bosser. Mais c'est une super école et surtout, sans ça, je pense que je n'aurais jamais lancé le resto. Parce que j'ai été formé aussi par des Italiens où on a cette rigueur au niveau gestion de stock, etc. qui est... il n'y a pas de gâchis, etc. Donc c'était une belle maison artisanale. Donc voilà. Donc la question que je voulais te poser justement, Jeff, c'est revenir maintenant un petit peu plus sur ta perception d'entrepreneuriat, sur ta personnalité, parce que c'est aussi ce qui définit à mon sens un entrepreneur. Tu es dans un milieu justement qui est très concurrentiel par rapport à la restauration, notamment avec les dark kitchen, avec les restaurants aussi qui sont sur place. Comment toi la concurrence tu l'aperçois? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être sain pour tout le monde et tout le monde doit se tirer vers le haut? Est-ce que c'est une forme de stimulation et un peu de compétition comme tu pourrais avoir dans le foot? Ou est-ce que au contraire c'est quelque chose qui peut être plus problématique, sur lequel tu as un peu du mal à gérer? Quelle est un peu ton approche vis-à-vis de ça justement? Alors, c'est un peu de tout à la fois. Je m'explique. Déjà, la concurrence nous sert toujours à valider un marché. Et je pars du principe que, exemple, un coiffeur ne pourra jamais couper tout le monde. Donc, il faut qu'il y ait d'autres personnes. Bien sûr. Donc, la concurrence, c'est très bien. Et il faut de la concurrence. Ensuite, il faut qu'elle soit saine. Souvent, je trouve que ça crédibilise ce que tu fais. Bien sûr. Parce qu'en gros, c'est comme ça que dans le commun des mortels, ils se disent « Ah tiens, ça c'est un truc qu'on revoit à plusieurs reprises ». T'imagines s'il y aurait peut-être une personne qui fabriquait le air fryer. Je pense que ça allait pas prendre de la même manière. C'est clair. Et une fois que tout le monde le fait et que c'est en pagaille dans un rayon, c'est sûr que ça devient limite une norme. Et c'est comme ça qu'on crée des normes dans n'importe quel type de produit. C'est comme ça que tu peux peut-être aussi éduquer ta clientèle différemment. L'exemple du air fryer est bon, tu vas avoir des air fryers qui sont haut de gamme, d'autres plus bas de gamme et milieu de gamme qui va correspondre justement à tout le monde. Et donc là, si je comprends bien, ce que tu nous expliques, c'est que cette concurrence-là, elle est nécessaire pour justement stimuler le marché, avoir justement des bonnes offres, être capable aussi d'être en bonne compétition avec eux. Donc complètement, je comprends. Pourquoi tu disais justement c'est un mix de tout? Donc là, tu nous as expliqué justement la concurrence est importante, mais est-ce que la concurrence peut te desservir? Et si c'est le cas, donc oui, elle peut desservir quand tu vas dans ce qu'on appelle un océan rouge. Attention mon polo, tu vas voir. Souvent, on parle, la concurrence, elle peut desservir dans le cadre où on est dans un océan rouge. Et parfois, moi, je trouve qu'il y a des personnes qui font de la redondance, ils copient et recopient et copient. Et en fait, sans apporter de valeur. Sans apporter de valeur. On se retrouve avec X acteurs qui font la même chose. Et pour moi, déjà, soit ça dévalorise certains produits. Oui, ça dévalorise ton marché, ça aussi. Voilà, et en fait, tu es toujours là en train de faire une guerre de concurrence sur les prix, etc. Et tu délivres pas une grosse valeur au client final. Donc parfois, quand c'est un océan rouge, il faut créer un océan bleu. Donc il y a un livre qui s'appelle Stratégie Océan Bleu, donc de Chan Kim, et qui explique exactement où il faut créer quelque chose qui ramène un autre concept, comme l'a fait Apple, par exemple. Les ordi étaient déjà là, Microsoft, c'est le meilleur toujours pour moi en termes techniques. Voilà. Et donc, Apple, ils arrivent, ils créent juste un autre style, un concept, et ils ramènent leur propre
système leur vision, d'exploitation, etc. Ça, c'est se créer un mouvement. Comme X, qui est ex-Twitter, a son moment ou son délire dans le sens où ils avaient le petit oiseau, etc. Enfin, chacun, en fait, il faut apporter une valeur. Tu ne vas pas créer la même chose plusieurs fois et qui n'a aucune utilité. Est-ce que justement, tu vois, dans ton parcours entrepreneurial, tu t'es retrouvé pour reprendre tes mots, dans cette sorte d'océan rouge avec justement tes autres concurrents, ou est-ce que tu n'y as pas encore été confronté? Non, parce que en fait, je pars toujours de cette stratégie-là, de bien comprendre ton marché avant pour comprendre le marché, créer quelque chose de différent, unique, que ce soit un produit physique ou un produit, un SaaS en ligne, etc. Ou même un service que tu rends. Il faut toujours avoir une approche différente et comment quelqu'un il va sortir de l'argent pour me le donner et que derrière il s'attende à ce que d'avoir un service ou un produit de haute valeur, etc. Bien sûr. Et donc à partir de ce moment-là, la concurrence, il faut qu'il y en ait quand même parce que, bon, à part si tu es un inventeur, c'est différent, mais moi je préfère innover avec mes compétences, je ne suis pas un inventeur, donc voilà. Mais je pars toujours de ce principe-là, de créer un océan bleu pour pouvoir. Et après, tu te fais facilement concurrencer, hein. Ça arrive très vite. Mais je préfère être pionnier que suiveur, si tu veux. Bien sûr. Question que je voulais te poser aussi par rapport à ça. Je sais en tout cas dans mon entourage, j'ai mes proches qui n'ont pas forcément toujours osé se lancer de leur côté parce qu'ils avaient cette croyance peut-être fausse de se dire pour qu'une entreprise fonctionne, il faut que tu proposes quelque chose d'innovant et quelque chose qui n'existe pas sur le marché. Tu as déjà en partie répondu à la question sur le fait que s'il n'y a pas de concurrence, c'est peut-être pas une bonne idée d'y aller. Mais est-ce que tu dirais que pour vraiment réussir à tout prix, il faut justement avoir cette impulsion d'innovation et pas juste avoir un élément différenciant? C'est-à-dire que là où je veux en venir, parce que la question est un peu dans tous les sens, excuse-moi, mais je reprends le cas de dopamine. Le projet qu'on a avec Paul, tu vois, plateforme de crowdfunding pour les sportifs, etc. Nous concrètement, quand on a réfléchi l'idée, on n'est pas parti du principe de se dire on va réinventer une roue. On est parti du principe qu'on va réutiliser une roue qui fonctionne, une roue justement où on voit justement qu'il y a un marché, qu'il y a tout ça, etc. Carrément. Et on va venir justement le personnaliser avec un besoin. Est-ce que tu penses que si tu appliques cette recette-là, tu as potentiellement plus de chances, pas de t'en sortir, mais en tout cas d'avoir un projet qui peut intéresser, qui peut se développer et qui peut potentiellement exploser derrière? Ah mais complètement, parce qu'en gros si tu veux, se créer un océan bleu c'est quoi? Par exemple moi à Nancy je mets en place un restaurant, le concept Pan-African Box. Il y a des restaurants africains qui existent, mais dans ta situation, dans le segment où tu es en train de servir, donc nous on était dans une ville d'où il n'y avait pas de restaurant africain et où c'était pas juste de faire un restaurant africain, c'est de créer un concept à partir de ce qui existait déjà, pour ne pas perturber les gens, etc. Donc là c'est pareil, c'est-à-dire que tu ne réinventes pas la roue, sinon tu deviens un inventeur. Et en fait tout dépend de à qui tu vas vendre ton produit, dans quel pays, segment géographique tu trouves. Parce que tu peux prendre dopamine et le remettre dans tous les sens et le servir à différents types de publics qui auraient besoin d'un financement participatif pour les aider. Parce que je pense que voilà, tout le monde a toujours besoin de fonds pour arriver, surtout les métiers passion. C'est pas souvent ce qui te rapporte d'énormes retours sur investissement physique, temporel, etc. Donc je pense que tu peux le faire dans plusieurs segments. Mais toujours le plus important, c'est est-ce que j'apporte de la valeur en plus? S'il y a 10 000 acteurs sur le marché, souvent il y a des idées que moi je ne vais jamais lancer. Parce que soit ça ne me passionne pas, premièrement il faut que ça me passionne, et deuxièmement parce que je trouve que j'apporte pas une autre valeur qu'un autre. Donc je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Bien sûr. Il y a quelque chose de très intéressant que tu dis, on va revenir justement sur cette passion que tu as besoin pour avancer. L'élément que je voulais te poser comme question, désolé, je reprends le fil. La question. À ton avis, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? C'est une question que j'avais posée à Edith, je ne sais pas si tu as écouté le podcast, j'espère qu'elle ne t'a pas influencé. Non. Mais je serais curieux d'avoir en tout cas ton avis de ce côté-là. Alors, tout le monde peut être entrepreneur de sa vie. Mais être entrepreneur à créer une entreprise, non. Tout le monde ne peut pas. Parce que du coup, comment on se créerait une équipe? Il faut toujours des personnes qui sont dans l'opérationnel. Donc forcément, tout le monde ne peut pas être entrepreneur dans le sens où créer une entreprise. Mais être quelqu'un d'entreprenant,
tout le monde peut l'être. Ça, j'en suis convaincu. Mais ouais, être capable de venir entretenir la chose, d'avoir cette... Moi, de ce que je comprends quand tu me dis ça, c'est qu'il y a aussi une grosse notion et une question de caractère. Ouais. Dans le sens où justement, si tu vas pas forcément être curieux, te porter vers les autres, que tu vas pas peut-être être capable aussi d'avoir cette capacité de déléguer correctement, tu peux te retrouver dans des situations où tu peux te foncer dans le mur. C'est un petit peu ça justement que ça... J'ai du mal à... À peu près, mais en gros, si tu veux, pour être entrepreneur, pour moi, en tout cas à mon avis, il faut maîtriser 10 compétences. C'est-à-dire le leadership, le marketing, les ventes, le management. Il faut en tout cas, il y a 10 compétences qui sont très importantes pour entreprendre. En tout cas, les comprendre. Oui. Si tu n'as pas le temps de les comprendre, tu vas soit te faire avoir, en gros, si tu veux, Bien sûr. ou soit ne pas comprendre le marché sur lequel tu es en train d'opérer. Tu vas mal desservir tes clients. Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont se diriger plus vers un business parce qu'ils l'ont vu quelque part. Ouais, Mais il faut savoir créer de la valeur. C'est quoi la valeur? Délivrer de la valeur, etc. Donc, c'est plusieurs compétences. Bien sûr. Donc, tu imagines bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas passionnées par de toutes ces choses-là, notamment le management, etc. Il faut aussi des traits de caractère. Donc, en gros, l'énéagramme, c'est pas juste de la personnalité, c'est comment on agit dans X situation. C'est vraiment ça, c'est très précis. Et il y a plusieurs livres là-dessus et tout le monde va voir que en fonction de son énéagramme, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître et comment on réagit. Et l'énéagramme 8, les métiers recommandés, c'est d'être un dirigeant de sport, d'être un chef des armées, donc être dans l'armée, etc. Un leadership, exactement, de pouvoir être un lieutenant, etc. Exactement. Bien sûr. Et créer une entreprise aussi. Et donc en fait c'est des métiers où tu es au contrôle de pas mal de choses parce que tu as de la résilience, parce que tu as cette capacité à rebondir. Et il y a un mot qui est simple, c'est que c'est pas un monde de bisounours si tu veux. C'est jamais facile et rien va se passer comme tu l'as prévu. Voilà. Donc oui, c'est vrai que si tu n'as pas toutes ces armes, je suis content que tu dis ça parce que je rejoignais ce que disait Edith sur le fait qu'en effet tout le monde peut entreprendre, tout le monde peut se lancer, tout le monde peut s'il a une idée, il peut y aller, mais après, et souvent je trouve qu'on a tendance à oublier ça. Il y a tout le chemin qu'il faut faire derrière. C'est ça. Avec cette notion de marathon et plus de course, où justement les vrais entrepreneurs, c'est ceux qui seront là encore dans 7 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, et malgré justement peut-être des difficultés, je sais pas, un redressement judiciaire, une perte une levée de fonds qui a échoué, être capable justement de continuer d'impulser ça avec son équipe, continuer de motiver les gens avec qui tu travailles pour justement bien rebondir et aller de l'avant. Il y a aussi quelque chose sur lequel j'aimerais revenir. Est-ce que sur la French Tech, t'as vu qu'il y avait beaucoup de personnalités qui étaient comme ça, ou au contraire des personnalités un petit peu diverses et variées qui n'avaient peut-être pas forcément au début cette capacité de leadership, et parce qu'on va dans un incubateur, ça on commence à le conceptualiser, à le travailler et devenir leader. Est-ce que tu as eu des histoires comme ça ou pas spécialement? Il y avait des personnes de différents, qui avaient des différents caractères et puis d'ailleurs pareil, je connaissais à peu près l'énéagramme de pas mal de personnes et ça se voyait dans leurs projets. Par exemple, il y en avait une qui avait un énéagramme 2, donc qui est c'est des gens qui sont gentils à tous, un peu naïfs, et donc sa start-up, ça allait dans le but, c'était aussi pour aider l'État, on va dire, dans tout ce qui est gestion, la santé, que tous les systèmes, que ce soit la santé, que ce soit administratif, soient connectés, parce qu'avant elle était assistante sociale. D'accord. Donc tu vois, ça te poursuit dans même ce que tu as envie de faire. Sauf que des fois tu idéalises un peu le projet et tu en tombes amoureux. Alors qu'il faut réfléchir au problème. Et ça, c'est là où il faut pas être, comment dire, trop gentil à te dire bon, tout va bien se passer, ils vont aimer ça. Non, il faut qu'il y ait un réel problème, limite j'en dors pas la nuit, genre j'ai de l'acné. C'est un peu ce type de projet là, c'est avec ça que ça facilite les choses, si tu veux. Ça évite de négocier des prix, etc. Parce que quand quelqu'un il a un problème, même il y en a qui prennent des crédits pour se payer des études parce qu'ils veulent avoir cette connaissance, etc. Donc c'est la même chose. Et donc à partir de ce moment-là, quand tu as un caractère où tu tombes amoureux du projet, c'est que tu es un peu trop naïf. Je suis content que tu dises ça aussi parce que c'est vrai que tu fais partie de ces personnes qui m'ont dit ça. J'ai mes anciens patrons qui m'ont expliqué ça aussi, où justement être bien équilibré entrepreneurialement parlant, c'est mettre de la passion dans ce que tu fais, parce que c'est ce qui permettra de faire la différence et que les gens ressentiront la chose. Exactement. Mais être capable d'être aussi équilibré là-dessus pour, comme tu le disais, ne pas tomber amoureux de ton projet, pour pas prendre le risque justement au moment où il faut prendre des décisions compliquées, c'est ça, de
pas perdre ta lucidité Exactement. et de prendre les décisions qu'il faut. Donc merci en tout cas de dire ça aussi d'une certaine manière. C'est pas forcément quelque chose qu'on entend beaucoup, je trouve, en tout cas sur les podcasts entrepreneuriaux. Et là pour le coup, c'est bien qu'on mette ça en avant. Il y a autre chose que je voulais qu'on revoie aussi, c'est justement ta notion de passion, ta notion de sens dans ce que tu fais. Est-ce que tu dirais que c'est ton élément principal, c'est ton carburant pour avancer, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent justement te permettre d'avancer aussi? Passion, parce que je suis passionné pour les produits, créer quelque chose qui change le monde. Moi, quand j'étais petit, j'avais toujours pensé comme ça. Créer quelque chose qui va changer le monde. Parce que il y a l'énorme injustice, je pense, pour moi, qu'il y a dans le monde, où quand tu vas naître, c'est la pauvreté. Ouais. Parce qu'en gros, du coup, tu pars déjà pas avec les mêmes bases, donc ça revient à ce que je disais. Bien sûr. Que ça soit n'importe quoi dans la vie, tout le monde ne part pas sur les mêmes bases. Et ça, c'est l'énorme injustice. Donc forcément, ce qui en découle, c'est plusieurs problématiques, etc. Et donc, pour moi, c'est de résoudre un problème qui va aider quelqu'un dans sa vie au quotidien. Et ensuite, que je sois passionné. Donc là, il y a eu de la cuisine, il y a du sport, et Revenger Sport qui est en pause. Et je vais revenir sur parce qu'en gros, le but, c'est de créer un groupe. Et en fait, tu avais plusieurs marques à l'intérieur qui allaient répondre à différentes problématiques dans le sport. Et ensuite, derrière, tous les projets que je fais, s'il n'y a pas la passion et surtout que je vais résoudre un problème pour quelqu'un et pour plusieurs personnes, je n'arriverai pas en fait à me lever et me dire tiens, je vais une période de résilience quand il faut. Voilà. Et après, chacun ça fait partie de la personnalité de tout à chacun. Je ne vais pas me réveiller en me disant putain, je vends des batteries sur Amazon. Tu vois. C'est moi le truc, c'est très bien. Et tu gagnes ta vie avec et voilà. Mais c'est pas le truc qui va me faire me réveiller le matin, me driver, etc. Parce qu'il y a des moments où ça peut être très compliqué. Et quand tu n'es pas passionné et que tu n'as pas un réel problème, tu vas switcher. Au moindre problème, tu as des personnes qui ferment leur boîte, ils recréent la même boîte sous un autre nom pour maquiller la boîte précédente qu'ils ont laissé peut-être des clients sur le carreau. Parce qu'en gros, c'est uniquement pour de l'argent. Voilà. Donc, c'était là où si vous voulez en venir, c'était comprendre un petit peu cette perception que tu as justement de peut-être ces entrepreneurs qui vont se stimuler avant tout avec l'appât du gain. C'est peut-être un moteur puissant, mais par rapport à ce qu'on disait juste avant sur la longueur, est-ce que tu vas réussir à tenir sur 10 ans, 15 ans? Bon, ça suffit pas. Pour ma part, ça suffit pas. Soit tu as travaillé dans ce domaine-là, soit c'est ta passion, soit vraiment tu as quelqu'un, c'est un problème, tu sais, les problèmes de santé, tu n'as pas besoin de travailler dedans pour ressentir cette peine pour l'autre, etc. Sûr, et ça peut être un membre de ta famille. Et donc du coup, moi c'est toujours dans ce cercle, on va dire, où j'aurai une idée qui va arriver. Et je les note toujours, tout ce que j'ai comme idée, comme problématique que je revois, je les compte. Si je vois un problème 10 fois dans les 3 prochains mois, c'est qu'en fait il y a quelque chose à faire et qu'il faut aller chercher. Bien sûr, voilà. Tu pourras le mettre. Ok, trop bien. On arrive doucement mais sûrement vers la fin du podcast. On va du coup se concentrer maintenant un petit peu plus sur ce qui se passe maintenant. Où est-ce que tu en es à l'heure actuelle? Quels sont un petit peu les projets que tu es en train de monter? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Alors maintenant, donc du coup, il y a un projet qui s'appelle Trippier. Donc Trippier en gros, ça sera une application de livraison collaborative à l'international, c'est-à-dire quelqu'un qui est issu, je sais pas moi, qui est de la diaspora africaine ou américaine ou des dom-tom, etc. En fait, il a envie d'envoyer un cadeau ou même par exemple pour les fêtes de Noël, un document important à l'international. Et en fait, le but c'est qu'un voyageur, donc on utilise un moyen existant qui est déjà l'avion, qui va, ça pollue, mais c'est un moyen rapide qui va nous permettre d'aller à un endroit, et donc ce voyageur va prendre ce colis-là, donc entre 1 et 25 kg, pour l'emmener à la destination. Et il sera rémunéré. Voilà. Et le but aussi, c'est de créer une communauté. Donc il y a plusieurs objectifs. C'est déjà en termes d'environnement, aussi parce que c'est un problème qui est présent. Ça coûte extrêmement cher de faire envoyer, limite même un passeport que tu as oublié. Bien sûr, le faire envoyer peut facilement coûter 200 à 400 euros. Et puis ça peut débloquer des situations complexes pour justement ces personnes qui sont à l'étranger. Exactement. Et donc aussi, les gens ils vont aussi essayer de, on va dire, se rembourser certains billets ou ça te fait une réduction, on va dire, sur les dépenses que tu vas… Donc même pour les voyageurs aussi. Voilà, même pour les voyageurs. Il y a une statistique que j'avais retrouvée sur un site de voyage connu qui disait qu'il y avait 60% des personnes qui avaient toujours de la place dans leur bagage. Long courrier ou un courrier qui est beaucoup plus court. Et donc, généralement, peut-être que tu as X kilos, mais en fait, comme tu y vas pour 4 jours, tu t'encombres pas. Et généralement, tu pars valise
totalement légère et tu reviens valise pleine. Bien sûr, voilà, donc quand tu pars, pourquoi pas aider un autre parce que toi tu peux te retrouver dans une situation et aller directement. Et après, comme tu disais, aussi avoir une autre source de revenus qui permet de venir payer des extras ou alléger justement. Exactement. Est-ce que tu es tout seul sur le projet ou est-ce que tu es accompagné? Donc je suis pas accompagné, non, j'ai 2 personnes de confiance que j'ai qui travaillent sur le côté technique, juridique, on va dire, qui m'aident un peu à lâcher prise sur ça, que je leur fais confiance, qui sont en région parisienne. Mais ça c'est le projet principal et ensuite à côté de ça, on va dire, je veux monter un écosystème une nouvelle manière d'apprendre ces 10 compétences de l'entrepreneuriat. Et à côté de ça, il y a une agence qui va venir appuyer les besoins de ces boîtes-là qui gravitent autour. Donc une agence extrêmement poussée sur la croissance, vraiment croissance, marketing, etc. Et avec, en gros, la proposition de valeur, elle est claire, c'est que nous, on ne va pas vendre notre temps, on va se vendre en termes de leads. C'est-à-dire que nous, on va promettre à un client, en fait, en 3 mois, on va t'apporter tant de leads qualifiés. Si tu ne les as pas au bout de 3 mois, par exemple, on travaille gratuitement les prochains mois pour arriver à ça. On n'en vend pas le temps, c'est vraiment. Et le but, c'est on travaille avec 10 clients par cellule. On se crée des cellules pôle de croissance. Et à l'intérieur, tu as un spécialiste de stratégie, tu as un gros hacker, etc. Ils sont 4 pour traiter 10 clients, on va dire. Et plus le nombre de clients augmente, plus en fait à chaque fois il faut créer des cellules de 4 à 5 personnes pour gérer ça. Ok, donc top, deux vraiment projets différents, un propre justement à ce que tu connais, etc. Un plus qui est là pour l'accompagnement des entreprises. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter du coup pour l'avenir? Déjà dans l'avenir, disons, allez, on va se faire une projection dans 5 ans. Moi le but dans la vie c'est d'avoir 3 types de boîtes. Une boîte qui est vraiment ma passion, qui est le sport. Et ça sera un groupe et à l'intérieur, il y a plusieurs marques. Et une autre boîte qui est du e-commerce. Et une autre boîte où je suis plus au contact de l'humain, de la formation, du coaching, etc. Une autre manière qu'on m'a pu transmettre sur ça. Mais puis moi, ça me va très très bien. Écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Vraiment. Merci beaucoup Jeff. Merci à toi. Merci à temps. Merci à derrière la caméra. C'est clair. T'as un peu galéré en plus, mon pauvre, je suis désolé. Ça va, l'exercice pas trop compliqué? Non. Ouais, donc tu t'es régalé. Non, c'était un plaisir et en plus, là il y a des choses qu'on mâche, mais c'est... Oui, on peut en parler pendant des heures. Donc c'est clair, si en tout cas le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous faire savoir directement en commentaire si vous regardez ça sur YouTube, sur Spotify, la meilleure récompense c'est de mettre les 5 étoiles. Et puis si vous voulez un épisode 2 avec Jeff, si je t'ai pas traumatisé et que l'exercice t'a plu, tu sais qu'ici t'es bienvenu. Voilà, sur un axe plus précis, parce que là c'est vague. On a fait large, mais on peut revenir en détail sur certains projets. Quel château la prochaine fois? On peut peut-être faire Chambord, on va voir, tu vois, un peu upscale au fur et à mesure. Sympa. On fait toute la Loire. C'est clair. Donc non, merci beaucoup Jess, ça me fait extrêmement plaisir justement que tu sois venu, que tu aies fait le choix de nous faire confiance, que tu aies fait le choix de prendre aussi du temps pour ça. Donc vraiment c'est top. Nous on est vraiment au lancement de justement tout ce que tu es en train de vivre. On veut poser petit à petit, tu vois, ces bases-là pour essayer de construire quelque chose qui nous stimule, qui nous plaise et avoir justement ce soutien alors, je vais pas envie de te dire, mais de nos aïeux, tu vois, qui ont pris un petit peu d'avance sur nous et qui sont là pour nous conseiller et vous faire intervenir sur ce genre de podcast. Ça me touche, donc merci beaucoup pour ce temps-là. Les amis, n'hésitez pas du coup à vous abonner sur les chaînes respectives, YouTube, Instagram avec YohanBRD. Ce podcast est donc disponible sur cette chaîne YouTube, sur Spotify et sur Deezer. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Jeff, si tu vois des questions dans les commentaires auxquelles tu as envie de répondre, c'est ton épisode, donc je t'en prie. Ça marche. On peut peut-être te suivre sur des réseaux sociaux, il y a peut-être un site internet. Sur Instagram, sur LinkedIn. Donc I am Jefferson Mbala et puis sur LinkedIn Jeff Happy Mbala. La même chose. De toute façon, même sur Google, on me trouvera avec la French Tech, avec des articles et tout. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je suis ouvert j'aime bien parler entrepreneuriat, de la vie et tout. C'est clair. C'est un truc qui est passionnant en fait. C'est juste pas pour faire du business. Parce que je trouve que c'est le truc le plus passionnant. Il y a plusieurs compétences qui sont réunies et tu apprends tous les jours, plus âgé que toi, plus petit que toi. Et je trouve que c'est un monde qui est top. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, Jeff. Merci à vous, les gars. À une prochaine, du coup, pour un prochain épisode qui se fera peut-être à Chambord ou qui se fera peut-être je ne sais pas où. On l'espère. On verra bien. Mais en tout cas, merci d'avoir écouté. Et ciao tout le monde. Ciao, ciao.